Lorsque l'on pense à l'armée romaine, on a bien souvent la représentation d'une armée toute puissante, dont l'ingéniosité a révolutionné l'art de faire la guerre. Mais d'où lui viennent ces techniques? Comment est-elle parvenue à s'imposer face à ses adversaires? Plusieurs atouts ont permis à Rome de triompher de ses ennemis, et notamment sa capacité à intégrer les techniques, les équipements et les méthodes de guerre venant de l'étranger. Si l'on s'intéresse à l'équipement standard du légionnaire, nous pouvons remarquer que sa composition est un subtil mélange inspiré des civilisations voisines. Les Étrusques leur ont permis de s'équiper du pilum, une sorte de long javelot, et du clipeus, un bouclier ovale. L'influence des Grecs à travers le bassin méditerranéen va amener les Romains à créer leur propre système militaire inspiré des Spartiates. La phalange spartiate fait son apparition dans l'armée romaine. Ils décident de serrer les rangs, de mieux structurer leurs attaques. Les soldats les plus riches sont également incités à se vêtir comme des hoplites, avec un casque et une armure lourde et des sandales, mais aussi le pilum et le clipeus étrusque. Bien que la qualité de l'équipement dépende de la richesse du soldat, les recrues sont entraînées avec discipline afin de correspondre au modèle grec. Grâce à ces premières adaptations, les Romains parviennent à dompter leurs voisins directs. La technique de la phalange est redoutable au corps à corps, mais ne leur permet pas encore de s'imposer sur le champ de bataille. En effet, la rencontre avec les Gaulois de Brennus se conclut par un cuisant échec, mettant la cité de Rome à feu et à sang. L'expérience est traumatisante, mais ne laisse pas Rome en reste. Bien consciente de la supériorité des armes et équipements celtes, Rome décide de les leur acheter directement pour en équiper leurs meilleurs soldats. Ou plutôt, les soldats les plus fortunés. Une erreur stratégique sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Ainsi, ils s'approprient la cotte de maille, le casque avec couvre-joue, mais aussi l'épée celte, qu'ils adaptent pour mieux correspondre aux besoins des soldats lors des combats au corps à corps. Sa taille est réduite pour correspondre à celle du glaive. Les Samnites ne leur réservent guère un meilleur sort lors de leur affrontement. Mis en déroute, ils apprennent une nouvelle fois à tirer parti de leur rencontre avec l'ennemi. Le scutum, propre à l'armée samnite, fera son apparition dans l'armée romaine. Il est le symbole le plus commun que nous avons des Romains. Il s'agit de ce long bouclier rectangulaire qui couvre la quasi-totalité du corps de son porteur. Très efficace car il permet de mieux protéger son porteur des attaques adverses. Du côté des Orientaux, ce sera la célèbre Lorica segmentata qui succédera à la cotte de maille pour son gain de temps de fabrication. En effet, on peut facilement imaginer que constituer une armure telle que celle-ci prend moins de temps que d'assembler de longues séries de mailles jusqu'à obtenir la cotte complète. Cependant, bien que les Romains étaient parvenus à parfaire leur équipement et leur armement, il leur restait un point faible. Seuls les Romains suffisamment aisés étaient capables de se procurer un équipement de qualité. Les armées romaines présentaient donc un déséquilibre qui jouait en leur défaveur. Divisée en deux classes, la population romaine était composée de ceux qui avaient les moyens de se payer l'équipement militaire et ceux qui ne le pouvaient pas et étaient donc exclus du service militaire. En effet, l'achat du matériel était entièrement à la charge du soldat. Ce point faible leur ayant coûté de solides défaites, ils décident de moderniser cette hiérarchie et de faire émerger 3 classes supplémentaires, pour faire un total de 5. Chacune des classes était définie par des critères de richesse, allant du plus modeste au plus fortuné. Ensuite, les hommes étaient répartis en sous-groupes d'environ 100 hommes, que l'on nommait la centurie. Un changement qui a son importance, car c'est là que la formation en phalange est abandonnée et que l'on adopte la formation en manipule. Le manipule, comme son nom l'indique, est composé de plusieurs groupes de légionnaires regroupés en centurises qui ont l'avantage d'être plus mobiles et de se moduler selon les besoins du terrain ou face à l'ennemi. Il est ainsi plus aisé de parcourir le champ de bataille, essentiel pour s'emparer plus rapidement des points stratégiques, ou d'adapter la formation selon la stratégie choisie contre l'adversaire. En cas d'affrontement, les manipules se rassemblent sur 3 lignes pour engager le corps à corps. Selon la hiérarchie établie, la 4e classe occupait la première ligne. C'étaient les Hastati. La 3e classe était placée en 2e ligne. C'étaient les Principes. Les plus riches, de la 1re et 2e classe, étaient placés en arrière. Il s'agissait des Triarii.
Les plus pauvres, qui n'avaient même pas les moyens de se payer un équipement, faisaient partie des velites, la 5e classe. Des unités faiblement équipées qui servaient d'éclaireurs ou qui jetaient des projectiles pour affaiblir l'ennemi, avant même la première ligne d'attaque. Les manipules étaient également accompagnés de cavaliers qui attaquaient, puis se rangeaient sur les côtés pour céder leur place aux soldats plus lourdement armés. La force de Rome était de toujours pouvoir envoyer des hommes au combat, malgré parfois les lourdes pertes, et ainsi triompher de ses ennemis sur la durée. Plus tard, le consul Marius rendra l'armée accessible à tout citoyen qui le souhaite. Tout sera pris en charge par l'État. L'équipement, l'entraînement, la formation, l'encadrement, absolument tout sera fourni par l'État. Tant et si bien que les effectifs romains se voient démultipliés. À partir de ce moment, le placement des troupes sur le champ de bataille ne se fait plus selon la richesse, mais selon l'expérience du soldat, ce qui modifie leur répartition dans la formation selon celle qui est choisie. Grâce aux manipules, les Romains pouvaient adapter leur stratégie d'attaque. La formation militaire la plus connue est la triplex acies, ou tripartite, qui consistait à se présenter face à l'ennemi par centuries réparties sur 3 lignes. Chaque centurie était séparée d'un espace suffisamment grand, de manière à permettre à chaque manipule de s'adapter aux besoins de la bataille. Disposée en quinconce pour attaquer les adversaires par intervalles, de manière à permettre aux premiers de se reposer lorsque les seconds attaquent et inversement. Si les 2 premières lignes ne suffisaient pas à tenir les troupes adverses en respect, la 3e ligne pouvait alors intervenir pour rééquilibrer le combat. Une seconde formation militaire romaine très efficace était le cuneus, ou formation en éperon, qui consistait à former les rangs en triangle, dont la pointe de ceux-ci était composée de vétérans afin de faire profiter au groupe de leur force et de leur expérience de combat. La charge, quant à elle, était bien souvent précédée d'une volée de projectiles lourds pour affaiblir la formation ennemie. Cette technique permettait de réaliser des percées fatales dans le camp adverse, surtout lorsque ce dernier n'avait pas prévu de réserve. Dans la logique inverse, la forfex, ou formation en tenaille, permettait d'encercler progressivement l'ennemi sans lui laisser la moindre chance de s'enfuir. L'une des manœuvres pour parvenir à cette disposition était de faire avancer lentement la ligne centrale, pendant que les ailes d'infanterie légère se formaient en colonne et progressaient plus vite, avant de se reformer en ligne jusqu'à encercler l'ennemi. Et enfin, la plus connue, celle qui nous a été le plus souvent présentée dans les films et dessins animés d'Astérix, la testudo, ou formation en tortue. La testudo formait un ensemble rectangulaire impénétrable grâce à un mur et un toit de bouclier, à l'image de la tortue qui se recroqueville dans sa carapace. Si cette formation pouvait être utilisée pour un siège, elle servait avant tout à se défendre contre les flèches ennemies et s'avérait efficace pour battre en retraite. Par contre, les gros projectiles ne leur laissaient aucune chance. Pour parvenir à réaliser ces formations avec brio, il était essentiel que les Romains bénéficient d'un entraînement rigoureux et de qualité. Durant les 4 premiers mois, ils apprenaient la partie plus théorique du métier de légionnaire, comme reconnaître les étendards et les officiers par exemple, puis continuaient avec la pratique de leur métier militaire tout au long de leur carrière. Jamais les soldats romains ne connaissaient l'ennui. Entre les corvées du camp, nettoyer, chercher de la nourriture, surveiller les environs, les exercices et les batailles, la vie des soldats était bien rythmée. Les entraînements au combat se faisaient avec des armes non létales lestées au plomb afin que les vrais affrontements paraissent plus faciles. Notons d'ailleurs que les temps de bataille étaient inférieurs à ceux passés à aller à la rencontre de l'ennemi. Le chemin entre Rome et le camp adverse était parfois très long. Et comme les soldats romains étaient itinérants, il était nécessaire de monter un nouveau camp chaque jour, de construire des palissades et de mettre les tentes sur pied, en plus de participer à la vie du camp. À chaque nouveau départ, le camp était entièrement détruit et ainsi de suite. Afin de se protéger des assauts ennemis, des pièges étaient creusés tout autour des fortifications. Ainsi, par succession, était disposée une rangée de stimuli qui consistait à planter dans le sol des bouts de bois taillés en pointe, suivis de libia, des trous creusés de manière aléatoire, masqués par des ronces et des broussailles, et enfin des quipis, des crevasses au fond desquelles étaient enfoncés des objets taillés en pointe. Dans de telles conditions, atteindre la fortification romaine était mission impossible pour les assaillants.
Être un soldat romain demandait donc de cocher de nombreux critères pour correspondre aux standards de sélection. Seuls les meilleurs étaient sélectionnés. Sur 200 ou 300 hommes, l'État ne gardait que 5 à 6 individus, pas plus. Ils devaient avoir une condition physique irréprochable, être forts, avoir les épaules larges et des jambes bien faites pour avaler les dizaines de kilomètres journaliers. Une trentaine par jour environ avec 60 kg d'équipement sur le dos. Être capable de parler le latin pour comprendre les ordres qui étaient susceptibles de leur être donnés sur le terrain et passer un examen juridique afin de vérifier leur citoyenneté. C'est donc avec des soldats de qualité à sa tête que Rome étend son pouvoir sur le monde méditerranéen. Mais plus son territoire grandit, plus il est difficile de le défendre et même de le gérer. Rome se voit alors dans l'obligation d'ouvrir son système économique et militaire aux autres peuples afin de répondre aux besoins croissants en soldats pour défendre les frontières, en fonctionnaires pour prélever l'impôt ou encore en gestionnaires pour administrer la justice. Rome multiplie les traités avec les peuples vaincus et les alliés, sans négliger les intérêts que ceux-ci ont à les accepter. Territoire, commerce, droit de vote, de propriété, d'investir et de protéger ses créances et finances par exemple. En leur octroyant ces privilèges, les peuples vaincus se sentent un peu plus romains et acceptent plus facilement l'autorité impériale. En conclusion, l'armée romaine aura réussi à s'imposer grâce à sa capacité à s'adapter, en s'appropriant et en perfectionnant ses équipements, grandement inspirés des civilisations étrangères, mais aussi en optimisant l'efficacité de ses formations militaires pour correspondre au mieux aux besoins du terrain. En rendant accessible à tous la profession de soldat et en la finançant par l'intermédiaire de l'État, Rome a permis de décupler ses capacités humaines jusqu'à pousser les alliés et peuples vaincus à combattre à ses côtés pour lui permettre de s'agrandir toujours plus, ne négligeant pas non plus l'importance d'avoir la faveur des dieux à leur côté avant de partir au combat. D'ailleurs, la superstition était omniprésente chez les Romains de l'Antiquité. Dans cet épisode, je vous parle des rituels et sacrifices divins qui avaient lieu pour garantir leur victoire au combat.